maintenant demander, s'il vous plaît, à Vaïtea et à Thierry, les représentants de l'équipe 1, de venir à mes côtés. Voilà, venez vous installer. Un micro pour chacun. Et il est précisément 21h02. Ça veut dire que pour cette partie interview, nous sommes ensemble jusqu'à 21h09. Et ensuite, c'est le jury qui prendra le relais. Alors, l'équipe numéro 1 qui va nous faire respirer l'air du large, l'air de la mer. Exactement. On va parler avec vous d'ostréiculture et de conchiliculture. Allez, on démarre avec vous ? C'est ça. Donc en fait, on s'est attardé un peu sur le marché des ventes de moules et d'huîtres, etc., qui est en fait le deuxième marché européen et qui est un domaine très important et qui en fait rencontre quelques difficultés actuellement dans le secteur, c'est-à-dire qu'il va y avoir des périodes de... Des périodes à risque, on va les appeler comme ça. Tout à fait, des périodes à risque. Exactement, en fait, ces périodes arrivent à peu près 2 fois par an au printemps. Donc en général, pendant les 3 mois du printemps, il y a des efflorescences d'algues toxiques. Donc ces algues vont être en grand nombre dans la mer et vont contaminer les mollusques. Et ces efflorescences arrivent aussi en automne. Donc il y a 2 périodes à risque qui entraînent des problèmes de sécurité alimentaire. L'Ifremer surveille les réseaux de production, mais elle est bien obligée de fermer ces zones de production quand les niveaux de contamination des mollusques dépassent le seuil réglementaire. Donc ça, c'est la période où il y a les problèmes au printemps et en automne, avec des conséquences, des problèmes sanitaires. C'est-à-dire que parfois on a un peu de mal à digérer les fameux mollusques. Un peu mal au ventre. Un peu mal au ventre avec les fameux mollusques en question. Il y a des problèmes de trésorerie pour les entreprises. Et puis il y a aussi un problème d'image de marque pour le secteur. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien pris en compte. Tout à fait. Ben, c'est qu'en fait, fermer comme ça régulièrement et le fait d'entraîner des problèmes d'intoxication alimentaire, des chutes de vente, vient quand même si ça reste quand même difficile à mesurer, peut venir en tout cas ternir l'image de marque de l'entreprise, de l'activité en tout cas. Et donc, c'est vrai que résoudre ce problème pourrait quand même venir améliorer l'image de nos entreprises françaises. Alors, ça, c'est le constat que vous faites. Oui. Concrètement, exactement. Vous avez planché sur une solution. C'est ça. On a planché en fait sur un système de filtration de l'eau de mer qui permet d'une part... Oui, on voit bien qu'il est malade. On voit qu'il y a parfois des désagréments quand tout ça n'est pas très frais. Voilà, on voit la tête de ce monsieur qui apparemment n'a pas suivi vos conseils. Alors, on va revenir à votre solution. Donc, oui, on a mis au point un système de filtration d'eau de mer. Donc, la première partie est un système classique, déjà existant, couramment utilisé en aquaculture, donc surtout dans les élevages de poissons. Et cette première partie nous permet de nous affranchir de tout ce qui est algues toxiques, donc de toute la toxine intracellulaire. Par contre, il y a une deuxième partie qui reste embêtante et qui n'est actuellement pas du tout traitée, c'est les toxines dissoutes, donc qui sont présentes dans le milieu, et certaines de ces toxines s'accumulent encore dans les mollusques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a vu un premier schéma avec un circuit. Vous avez une petite idée, je crois que c'est une colonne de résine qui devrait apparaître sur notre écran. Exactement. On va la voir. Allez-y, expliquez-nous ça. Voilà, elle est là, elle est en rouge. Après le système de filtration qui est en bleu, on a ajouté une colonne de résine. Donc cette colonne de résine va absorber la toxine dissoute, tout simplement, et permettre de donner aux ostréiculteurs ou aux autres mytiliculteurs une eau pure dans leur bassin, donc libre de toute toxine existante. Alors, si je comprends bien, c'est une espèce de super filtre ou de très gros filtre. D'un côté, il y a les résines et d'autres matières. On peut les séparer, on peut les traiter ensuite. Comment on fait? D'abord la résine peut-être. Qu'est-ce qu'on peut en faire de la résine? Alors la résine, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la poser sur ces filtres qui existent, donc pour améliorer le filtrage. Une fois que cette résine a capté les toxines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régénérer la résine pour pouvoir ensuite la rendre aux ostréiculteurs et extraire la toxine de cette résine pour pouvoir justement la rendre et récupérer nous-mêmes les toxines. Donc cette toxine, on pourra ensuite la valoriser. Donc on a deux solutions. Donc on propose une solution pour les ostréiculteurs, donc vraiment fournir une eau pure,
Et on propose aussi une solution pour nous, donc une deuxième, vraiment une deuxième porte pour notre entreprise, c'est la valorisation de cette toxine, donc, et à ce moment-là, la revente au réseau de recherche ou NRCC, qui est le laboratoire au Canada qui s'occupe de purifier et de commercialiser ces toxines. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ces périodes à risque, ces problèmes de trésorerie, et puis ces problèmes d'image aussi pour les entreprises, là, il y a véritablement un atout pour les entreprises. Tout à fait. Donc, ça leur permet quand même vraiment, comme on a dit, d'assainir l'eau et donc de pouvoir continuer, donc de ne pas avoir justement cette chute de vente durant les périodes à risque, donc de pouvoir continuer la vente, de pouvoir améliorer son image de marque aussi en évitant tout ce qui est problème d'intoxication alimentaire. Pour ne pas retrouver la tête du monsieur qu'on a vu. Pour ne pas retrouver la tête du monsieur qui visiblement n'était pas très content. Surtout que ces événements sont très souvent très médiatisés au niveau des côtes françaises. D'accord. C'est vraiment une mauvaise la faute des journalistes. Je vais vous tirer l'oreille. On accusera les journalistes. Je dirais rien. Bon, on va redevenir sérieux. Cette idée, je suppose qu'elle a un coût. Est-ce que vous avez étudié la faisabilité économique de l'implantation de cette colonne de résine dans un système de filtre? Donc en fait, ça coûte pas si cher que ça. C'est une résine... Faites un bon vendeur, vous. Hein. Ça coûte pas si cher que ça. Premier argument. C'est une résine qui est déjà existante, que moi, au cours de mon doctorat, j'ai utilisée pour isoler des toxines à partir d'algues toxiques. Et donc ça, c'était à petite échelle, sur des volumes de 300 litres à peu près. Donc là, c'est vraiment d'utiliser un peu le même procédé, mais pour l'adapter aux entreprises de production conchilicole. Donc, pour avoir une petite idée, 1 kg de résine, ça coûte 150 €. Construire une colonne qui puisse s'adapter derrière un système de filtration, on a évalué à peu près le prix d'une colonne autour de 1500-2500 €. Donc, ça fait un produit qu'on vendrait autour de 2500 € aux producteurs. En fait. Aux producteurs, et donc un retour sur investissement extrêmement rapide. Oui. Nous l'espérons. En tout cas. Bon, allez, vous avez tenu parfaitement le créneau des 7 minutes que je vous avais accordées. C'est maintenant le jury qui va s'exprimer. Éric Groux. Avec le reste de l'équipe, bien évidemment. On appelle le reste de l'équipe. Voilà, le reste de l'équipe. Effectivement, vous avez raison. On a eu une petite information, c'est que nous n'avons plus le droit de parler. Ah, c'est le reste de l'équipe qui s'exprime. Bon, Éric Groux. C'était plus une précision. Là, c'est plutôt pour des naisseurs. Je crois que je vais reparler en fait. Peut-être juste, non, c'est une précision. C'est pas encore une question, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Parce que vous n'allez pas mettre ça en pleine mer. Vous allez mettre ça chez des naisseurs. Donc il y a la partie écloserie. Dans les écloseries. Ils ont vraiment besoin d'une eau de qualité supérieure. Okay. Il y a aussi lors des événements toxiques, là on s'adresse aux producteurs. Les producteurs d'huîtres ont tous, pour la plus grande partie, des clairs à terre. Dans ces clairs, ils réalisent l'affinage de leurs huîtres pour les périodes hivernales et pour la période de Noël. Cependant, ces clairs peuvent être aussi utilisés lors des périodes à risque pour stocker leurs huîtres pendant les 2-3 mois de ces périodes-là. Donc, ils peuvent stocker leurs huîtres et les vendre à ce moment-là. D'accord, c'est clair. Je vous remercie. Alors, j'avais une question pour celui qui veut. Si vous aviez 2-3 indicateurs... Dans toute entreprise, il y a un tableau de bord. Si vous aviez à définir 2-3 indicateurs, ça serait intéressant de suivre à périodicité régulière pour voir si vous êtes dans les clous de votre projet. Vous choisisseriez lesquels? Oui. On peut demander. Juste. Voilà. Est-ce qu'on pourrait demander, donc on avait un petit peu anticipé la question, à la personne de notre groupe qui s'occupe du PowerPoint de nous montrer le business plan qu'on a... Il est déjà mis ? Il est là. Ok, parfait. Donc on passe les explications. En termes d'indicateurs de performance, c'est ça ? Oui. Alors, dans un premier temps, en termes de périodicité, c'est 2 périodes bien distinctes. On en a une en plein milieu. Donc, je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais en termes de zone de chalandise, il y a 4000. Moi, je suis parti du principe qu'il y avait 4000 en exploitation qu'on pouvait avoir en clients. Donc je suis parti du chiffre, en réduisant de 600, mais ça c'est un arrondi. Je suis parti à 2,5% d'entreprises qu'on avait en termes de clientèle. Si on devait choisir des indicateurs de performance
Le retour sur investissement, donc on en a déjà parlé, c'est l'indicateur de performance pur et dur, c'est pas 2500 €, je suis désolé, notre coût d'achat. C'est notre prix de vente unitaire, hors taxe. Hein. Sinon, on fait de la gentillesse. Donc ce serait plutôt 700 € de coût d'achat pur et dur en matière première pour arriver à un prix de vente de 2500. Donc ça fait une belle marge. En sachant que dans cette marge-là, on réduit de facto. La première année, on ne se paierait pas de salaire en termes de créateur d'entreprise. Par contre, on réinvestirait énormément pour passer sur plusieurs en termes d'innovation. Parce que vu que c'est une idée plutôt géniale et plutôt rapide à mettre en place, mais essayer de transporter cette idée-là justement sur le phénomène sur l'eau douce. Et donc, essayer d'avoir un indicateur par rapport à la rentabilité saisonnière, la rentabilité annuelle, et voir si oui ou non on a une marge qui se dégage, et dans ce genre de cas, essayer de voir pour avoir un taux d'investissement beaucoup plus important par la saison. Bon, pour votre information, il vous reste encore 4 minutes, messieurs, donc D'accord, vous pouvez prendre votre temps. Votre raisonnement, mais par contre, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que vous avez dit c'est simple et ça coûte pas cher. Alors, au tout début, hein, est-ce que c'est suffisant pour se démarquer de la concurrence, pour avoir un produit différenciant? Est-ce que c'est suffisant pour se lancer sur une aventure comme la création d'entreprise? Et en plus, vous adressez un marché de niche. C'était le but, en fait. Le but, c'est de commencer par un marché de niche, puisqu'on est sur un phénomène qu'il a étudié, donc sur l'eau de mer. Donc on reste quand même sur sa thématique, et on sait que ça marche, à 99% de chances que ça passe, sur ce secteur-là. On ne prend pas des grosses proportions de la population d'exploitants, parce qu'on se doute bien qu'on ne pourra pas avoir 50% d'exploitants dès le départ sur notre produit. Ce serait une hérésie. Donc déjà, essayer d'être un brin réaliste, 2,5%, ça fait 100 exploitations. Pour la première année, je pense que c'est quand même gérable. Sur la deuxième année, on tape sur plutôt 7% de la population des exploitants. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus des grosses... Enfin, ça reste une augmentation qui reste peut-être spectaculaire quand on entend 7%, mais ce n'est pas non plus énorme. Sur 4600 exploitations, ça reste raisonnable, on va dire, ça en fait 300. Ouais, il y a 200 personnes de plus. Est-ce que derrière, oui, c'est simple, il l'a fait, mais efficace Moi, je reviens toujours à la même question. C'est simple, donc ça veut dire que quelqu'un, un jour, même très rapidement, quelqu'un de plus costaud que vous, pourrait apporter la même solution. Donc là encore, qu'est-ce que vous allez mettre pour toujours être devant, quoi? Comment vous allez vous protéger? Donc là, oui, c'est un procédé simple, mais on a visé en fait une demande de brevet. Donc là, on aimerait breveter l'application de la résine, car elle est déjà existante, mais l'application de la résine pour justement la filtration de l'eau de mer, etc. Donc ça serait un brevet qui pourrait nous protéger. Oui. J'ai une question double. Une première question qui est de dire, au niveau de... Vous parlez effectivement des toxines d'une manière générale. Alors, excusez-moi, peut-être ma question n'est pas pertinente, mais je suppose qu'il y a des familles de toxines. Et quelle est l'efficacité de la résine par rapport à ces différentes familles de toxines? Et le deuxième point, est-ce que les résines dont vous voulez sous-traiter ou bien vous fabriquez vous-même les constituants, enfin le socle? Je vais répondre sur la première partie et je donnerai le micro sur la seconde. Pour les toxines, il existe en fait 3 grandes familles de toxines. Donc on va parler des toxines lipophiles. Donc c'est souvent les toxines qu'on associe aux toxines diarrhéiques chez nous. Donc sur les côtes françaises, on va surtout rencontrer l'acide ocadaïque qui est produit par le dinophysis, qu'on entend régulièrement parler. La DTX3 et ses congénères, c'est aussi des toxines qui sont produites par le dinophysis. Après, il y a les azaspiracides, ça c'est la toxine sur laquelle je suis vraiment spécialisé. Ensuite, on va avoir les toxines amphiphiles, donc qui vont vraiment être un peu entre lipophiles et hydrophiles. Et on a aussi sur les côtes françaises les toxines hydrophiles, donc c'est celles qu'on entend souvent sous le nom de toxines amnésiantes ou toxines paralysantes. Les toxines lipophiles, on s'est vraiment concentré sur celles-là, donc les toxines diarrhéiques,
parce que quand elles sont dissoutes dans l'eau, elles sont accumulables par le mollusque. Alors que les toxines hydrophiles, lorsqu'elles sont dissoutes dans l'eau, ne sont pas accumulables par les mollusques. Donc c'est pour ça qu'on s'est vraiment concentré sur cette toxine. Et on va terminer avec la deuxième partie de la question, puisque les 7 minutes sont écoulées. Juste pour préciser un point aussi, c'est que les toxines lipophiles dont il vous a parlé sont responsables pour la majorité des cas de fermeture de vente en France, notamment sur les côtes bretonnes et normandes. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé plus particulièrement à ces toxines-là. La deuxième question était, la deuxième partie, c'était sur la fabrication. Un mot là-dessus. Vous fabriquez, vous sous-traitez? Oui, on voulait fabriquer. Vous vouliez fabriquer, oui, voilà. Parce qu'on avait le savoir-faire, mais après c'était passé à un modèle plus gros, donc là on n'a pas étudié savoir si on était capable de faire un modèle plus gros, mais on était parti sur le fait qu'on savait fabriquer. Donc voilà. Bon, merci en tout cas à l'équipe numéro 1 qui nous a fait prendre un peu d'iode là, ça nous a fait du bien.